Salut à tous! Préparez-vous à embarquer dans un voyage épique à travers le temps et l'espace. Des anciennes civilisations oubliées aux artefacts qui ont façonné notre histoire, nous avons tout ici pour vous. Alors bouclez votre ceinture, détendez-vous et plongez dans les merveilles de notre passé archéologique. Vous êtes fasciné par les choses mystérieuses et les découvertes surprenantes? Alors laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans cette aventure. C'est parti! Le château de Corfey. Perché sur la péninsule de l'île de Purbeck dans le Dorset en Angleterre, le château de Corfe est un joyau historique qui a été témoin du flux et du reflux de l'histoire anglaise. Construit par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, il se dresse comme l'un des premiers châteaux en Angleterre à être construit partiellement en pierre, témoignant ainsi de son statut élevé. Au fil des siècles, le château a subi d'importantes modifications structurelles, évoluant avec le temps et les besoins de ses habitants. En 1572, Élisabeth Ier vendit le château à Christopher Hatton et il passa plus tard en possession de John Banks en 1635. La résilience du château fut mise à l'épreuve pendant la guerre civile anglaise, lorsque la femme de Banks, Lady Mary Banks, le défendit bravement lors de 2 sièges par les forces parlementaires. Cependant, en 1645, le château tomba aux mains de l'ennemi et fut ébréché sur ordre du Parlement, le laissant en ruine. Aujourd'hui, le château est un bâtiment classé grade 1 et un monument programmé, détenu par le National Trust et ouvert au public. On croit qu'il a inspiré l'île Kirrin d'Enid Blyton et a servi de lieu de tournage continuant à enchanter les visiteurs avec son histoire riche et son charme persistant. Naufrage Capo Corso II. Dans une mission conjointe menée par des archéologues sous-marins italiens et français, une impressionnante collection de verres de haute qualité et d'ornements en verre romain a récemment été récupérée du naufrage Capo Corso II, situé près de la côte de la Corse en France, à une profondeur de 350 mètres. Ce naufrage repéré pour la première fois en 2012 n'est que le second naufrage méditerranéen trouvé avec une cargaison exclusivement composée de verre. La perte de cette cargaison aurait représenté un revers financier significatif pour les commanditaires du voyage. Nous espérons pour leur bien qu'ils avaient souscrit une forme ancienne d'assurance contre la possibilité d'une telle perte. Le navire que l'on croit avoir été construit et naufragé entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle après Jésus-Christ était un navire marchand romain. La direction de son voyage au moment du naufrage n'a pas encore été déterminée de manière concluante. Nous ne pouvons donc pas dire d'où il venait. Les artefacts en verre, qui incluent des formes brutes et travaillées, offrent un aperçu unique dans le commerce du verre romain et le vaste empire économique de Rome durant les 2 premiers siècles du 1er millénaire. Théâtre de Néron. Le théâtre de Néron, un grand lieu de divertissement privé construit par l'infâme empereur romain Néron durant son règne de 54 à 68 après Jésus-Christ, a finalement été mis au jour. Situé adjacent à la cité du Vatican sous le jardin clos du palais de la Riviera du XVe siècle, le théâtre a été découvert lors de fouilles parrainées par les surintendants de Rome. Ce théâtre, qui a accueilli de nombreuses pièces et performances, y compris celle de Néron lui-même, comportait une scène orientée vers l'ouest et une section d'auditoire semi-circulaire. Les fouilles ont révélé des ruines ou des contours d'escaliers, de murs et d'entrées, ainsi que des morceaux de marbre blanc et coloré, des colonnes et du plâtre recouvert de feuilles d'or, s'alignant avec les descriptions de Pline l'Ancien concernant la conception et la décoration du théâtre. Les briques utilisées pour construire le théâtre, estampillées avec des identifiants de la période julio-claudienne de l'Empire romain de 27 avant Jésus-Christ à 68 après Jésus-Christ, ont fourni la pièce finale de preuve confirmant l'identité du théâtre. Un bâtiment auxiliaire utilisé pour stocker les costumes et les décors a également été découvert, soulignant le désir de Néron d'être considéré comme un grand mécène des arts et un performeur magnifique. Si jamais il a atteint cet objectif, reste un sujet de débat historique. Temple de Kutombari. Le temple de Kutombari du 8e siècle, jadis majestueusement perché sur les hauteurs d'une colline à Dwarihat, dans le district d'Almora en Inde, est aujourd'hui répertorié comme perdu dans les archives du service archéologique de l'Inde. Cependant, il continue de vivre d'une manière inattendue, dans les demeures des habitants locaux. Des parties de l'ancienne structure, retirées au fil du temps, ornent désormais les cours, les vérandas et même les portes des maisons locales. Les ruines du temple documentées aussi récemment qu'en 2000 ont disparu au cours des 20 années suivantes, amenant l'ASI à annoncer officiellement sa disparition en janvier de cette année. Il a été inclus dans une liste de 50 monuments perdus à travers l'Inde.
Pourtant, un haut fonctionnaire de la SI a révélé que les villageois avaient réutilisé les composants architecturaux du temple pour leur propre maison. Nous avons trouvé une demi-douzaine de maisons à Dwariat qui avaient du matériel de temple. Il pourrait y en avoir plus, ont-ils déclaré. L'histoire du temple de Kutombari est un rappel poignant de l'impermanence des structures physiques et de l'héritage durable du patrimoine culturel. C'est aussi un exemple rare et récent de personnes détruisant sciemment un précieux monument ancien. Trésor médical. Dans un revirement passionnant, un texte médical japonais du 8e siècle longtemps perdu, la prescription secrète de Jiang Shangrin, rédigée par le moine bouddhiste Jianzhen, a été retrouvé. Ce texte est un trésor de sagesse médicale ancienne, abritant 766 prescriptions, incluant des recettes pour des soupes, des poudres, des pilules et des onguents. Jianzhen, connu sous le nom de Ganjin au Japon, a été un pionnier dans le domaine de la médecine japonaise, étant le premier à introduire la médecine traditionnelle chinoise dans le pays. Cette pratique évoluerait plus tard en Kampo, une forme de médecine à base de plantes encore prescrite aux côtés des médicaments occidentaux au Japon aujourd'hui. Le voyage de Jianzhen au Japon fut loin d'être facile. Après 4 tentatives infructueuses, il réussit finalement à se rendre au Japon lors de sa 5e tentative. Bien qu'aveuglé par une infection à son arrivée, il fut chaleureusement accueilli par l'empereur et commença rapidement à partager les connaissances médicales qu'il avait apportées avec lui. Il introduisit une variété d'ingrédients traditionnels qui formèrent la base de 36 médicaments différents. Malgré sa cécité, Jianzhen put identifier ces médicaments par l'odorat, le goût et le toucher, et il enseigna à de nombreux Japonais comment collecter et préparer ces remèdes. La redécouverte du texte de Jianzhen est un événement significatif dans le monde de l'archéologie médicale. Badbury Rings. Badbury Rings, une forteresse sur une colline située dans le Dorset en Angleterre, est un site imprégné d'histoire et de mystère. Le National Trust, qui supervise une 50aine de telles forteresses dans le sud-ouest, suggère que ces structures auraient pu servir à diverses fins, allant des symboles de statues à des établissements défendus. Badbury Rings, avec ses 3 anneaux concentriques de remparts et de fossés, semble certainement avoir eu une fonction défensive. Preuve en est la découverte d'une épée et d'une hache en bronze vieilles de 3000 ans sur le site. L'histoire de la forteresse s'étend jusqu'à la conquête romaine, où la tribu locale des Durotriges a probablement fortifié Badbury contre les attaques romaines. Le futur empereur Vespasien mena la seconde légion Augusta pour conquérir la région, établissant un dépôt de ravitaillement à Amworthy et une forteresse près de Wimborne Minster. Fait intéressant, Badbury Rings possède une couche géologique de galets ovoïdes, parfait pour les munitions de fronde. Cependant, de l'argile fut également utilisée. Les découvertes d'une pointe de javelot et d'une pointe de lance provenant d'une baliste d'artillerie romaine suggèrent qu'il pourrait y avoir eu une bataille ici. Aujourd'hui, la forteresse est un lieu paisible pour le pâturage des moutons et les pique-niques, mais son passé raconte une histoire de conflit et de résistance. Les navires de Salm. Les navires de Salm, découverts en 2008 et 2010 près du village de Salm sur l'île de Saaremaa en Estonie, sont 2 navires à clin d'origine scandinave. Ces navires étaient utilisés pour des sépultures maritimes autour de 700 à 750 après Jésus-Christ, durant l'âge du fer nordique, et contenaient les restes de 41 guerriers, 6 chiens, 2 faucons de chasse et de nombreuses armes et artefacts. Les navires étaient situés près de l'ancien littoral et sont estimés avoir été construits entre 650 et 700 après Jésus-Christ, probablement dans ce qui est aujourd'hui la Suède. Le plus grand des 2 navires mesure plus de 17 mètres de long et 3 mètres de large, et tous 2 montrent des signes de réparation et de rafistolage avant leur dernier voyage. Les restes humains trouvés suggèrent que les hommes provenaient du centre de la Suède. La sépulture contenait également des fragments de plus de 40 épées, boucliers, pointes de lance, des dizaines de pointes de flèches et de plus petits objets comme un peigne en os avec des ornements, un collier en griffes d'ours et des centaines de pièces de jeu en os de baleine et en bois de cerf, ainsi que 6 dés. La découverte de ces navires a conduit à une réévaluation du début de l'âge viking, car cet événement funéraire a eu lieu 50 à 100 ans avant le tristement célèbre raid viking de Lindisfarne en Angleterre en 793. Les trésors en bois de Gordion. Les meubles et artefacts en bois de Gordion constituent une collection remarquable de plus de 100 objets en bois, incluant des tables, un lit, un trône, des supports de service,
des tabourets, des repose-pieds, des assiettes, des cuillères, des boîtes, un parasol et 12 animaux sculptés en bois. Ces artefacts furent excavés par l'Université de Pennsylvanie à Gordion, l'ancienne capitale de la Phrygie, en l'an 1900 et sont aujourd'hui reconnus comme la collection la plus importante de découvertes en bois du Proche-Orient ancien. Les pièces les mieux préservées proviennent de 3 sépultures royales, ayant survécu presque intactes grâce aux conditions stables à l'intérieur des chambres funéraires. Les meubles provenant de la plus grande tombe, le tumulus MM, sont associés au roi Midas, le puissant et quasi mythique souverain phrygien du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le bois a été conservé pendant une période de 30 ans grâce à des méthodes innovantes développées par une équipe internationale de conservateurs. Le bon état de conservation a permis aux scientifiques d'identifier les bois utilisés et d'examiner leur détérioration. Plusieurs des pièces les plus élaborées ont été montées pour être exposées au musée des civilisations anatoliennes à Ankara en Turquie. Mais il y a tant à voir et à étudier que la recherche se poursuit encore, plus d'un siècle après la découverte. Sculpture de lion. Nous retournons en Inde pour notre prochaine découverte. Lors de la fouille pour un projet de corridor du patrimoine à Puri, dans l'état de Odisha en Inde, une ancienne sculpture de lion a été découverte. Cette sculpture pourrait dater de la dynastie Ganga, une période s'étalant du 5e au 15e siècle. La sculpture du lion a été trouvée sur le site de l'Emarmut, près du temple de Jagannath du XIIe siècle. Il s'agit de la 3e sculpture de lion trouvée lors des travaux de fouilles dans la région. Cependant, la sculpture a été partiellement endommagée par le processus de fouille, ce qui est regrettable. Le service archéologique de l'Inde a déclaré que l'on pourrait en savoir plus sur la sculpture seulement après qu'elle ait été testée dans le laboratoire archéologique. Cette découverte a conduit les habitants locaux à exiger une enquête par radar à pénétration de sol avant que les travaux de creusement ne se poursuivent, afin de détecter la présence d'antiquités sous le sol. Il est fascinant de penser à combien d'histoires pourraient exister sous le sol en Inde, mais un peu plus de précaution avant l'exécution d'une fouille archéologique ou d'un projet de construction majeur contribuerait grandement à garantir que l'histoire puisse être découverte intacte. Monastère de Zaraka. Le complexe monastique arménien ancien Zarakar a récemment été découvert près du village de Shikarifa, au sud-est de la ville fortifiée de Kétur, dans la Turquie moderne. Ce monastère taillé dans la roche est composé d'une église avec plusieurs entrées d'au moins 6 chapelles et d'autres bâtiments annexes. Malgré son importance historique, il a été largement ignoré jusqu'au 19e et 20e siècle, période durant lesquelles des spécialistes l'ont visité. On pense que ce monastère est celui mentionné dans les archives médiévales, dont l'emplacement est resté inconnu jusqu'à récemment. Le nom Zarakar, qui signifie pierre d'arbre en arménien, semble dériver de la roche friable dans laquelle le monastère a été taillé et qui ressemble aux anneaux d'un arbre. Le monastère était l'un des complexes monastiques renommés en Arménie médiévale, mais il est tombé dans l'oubli au fil des siècles. La redécouverte de Zarakar a mis en lumière son importance historique et ses caractéristiques architecturales. La partie subsistante du monastère inclut 6 chapelles et une église principale de forme cruciforme avec une pseudo-coupole entourée d'annexes, toutes taillées dans la roche. Le monastère témoigne de la riche histoire et du patrimoine culturel de l'Arménie. Pyramide nubienne. Continuons avec une plongée directe dans le monde fascinant des pyramides nubiennes. Ces merveilles architecturales, nichées dans la région de la vallée du Nil, également connue sous le nom de Nubie et dans l'actuel Soudan, sont l'œuvre des dirigeants des anciens royaumes couchites. Érigées entre 800 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ, ces pyramides ont été fortement influencées par les designs égyptiens, mais avec une touche nubienne unique. Fait intéressant, la première pyramide nubienne a vu le jour à El Kourou, autour de 751 avant Jésus-Christ, un millénaire entier après que les Égyptiens eurent cessé de construire des pyramides. Aujourd'hui, il existe 2 fois plus de pyramides nubiennes encore debout que de pyramides égyptiennes. Ces pyramides qui servirent de tombeaux pour les rois, reines et citoyens aisés de Napata et Méroé sont hautes et étroites, avec une inclinaison abrupte d'environ 70 degrés. À l'intérieur, les tombes étaient ornées de scènes de la vie des défunts. La plus grande pyramide de Méroé, d'une hauteur de 30 mètres, est censée avoir été construite pour la reine nubienne Amani-Shaketo. Malgré les pillages anciens, certaines tombes contenaient encore des artefacts tels que des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets, révélant les échanges commerciaux étendus entre Méroé, l'Égypte et le monde hellénistique. Figurine d'Ogu.
Les figurines d'Ogu ne sont pas rares. Les archéologues en ont découvert des centaines au Japon, principalement dans les régions de Kanto, Chubu et Hokkaido. On pense que ces figurines au look singulier ont été façonnées par le peuple Jomon. Cette culture a mystérieusement disparu de l'histoire il y a environ 3000 ans, et les raisons demeurent insaisissables. Ce mystère nous laisse perplexes quant à l'apparence unique de ces figurines d'argile, avec leurs grands yeux et leurs têtes étrangement formées. Bien qu'elles semblent humanoïdes, elles ne sont pas tout à fait humaines. Que symbolisent-elles ? Quel rôle ces figures d'argile jouaient-elles ? Il est intriguant que nombre d'entre elles semblent avoir été volontairement brisées avant l'inhumation. Il est plausible que les briser faisaient partie d'une pratique cérémonielle ou rituelle, mais les spécificités de ces cérémonies et leurs objectifs demeurent inconnus. Ajoutant à l'énigme, la plupart des figurines d'Ogu sont découvertes enterrées dans un motif circulaire, manifestement un acte intentionnel. Si nous avions une compréhension plus approfondie de la culture Jomon, nous pourrions également saisir la signification des figurines d'Ogu. Malheureusement, notre connaissance sur les deux reste limitée. Tablette babylonienne. Explorons une découverte fascinante. Une tablette d'argile vieille de 3700 ans qui révèle que les anciens Babyloniens utilisaient une forme avancée de géométrie. Cette tablette, nommée Si.427, constitue le témoignage le plus ancien de l'application pratique des triplets pythagoriciens, une complexité mathématique que l'on croyait développer des siècles plus tard par les Grecs. Découverte en Irak et étudiée par des chercheurs de l'Université de New South Wales, la tablette servait à enregistrer la vente de terre, et à travers elle, les Babyloniens démontraient comment ils mesuraient et divisaient les propriétés en utilisant des principes mathématiques précis, sans la technologie GPS. Les triplets pythagoriciens, comme 3, 4, 5, étaient utilisés pour créer des lignes droites et des angles droits dans les mesurages de terrain, pratique cruciale en topographie et en construction. Le système numérique sexagésimal de la tablette, bien que limité pour travailler avec de grands nombres premiers, montre l'aptitude des Babyloniens à gérer et représenter les mesures de manière efficace. La tablette porte aussi un mystère mathématique, le nombre 25,29 inscrit sur elle, dont la signification laisse encore perplexes les scientifiques. Ce nombre pourrait représenter un calcul non résolu ou une mesure inconnue, nous rappelant qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les anciens Babyloniens. L'étude de Si.427 n'éclaire pas seulement l'histoire des mathématiques, mais révèle aussi comment le savoir antique pouvait avoir des applications pratiques bien plus tôt que reconnues, soulignant l'intelligence et l'ingéniosité humaine à travers les âges. Crucifixion romaine. La crucifixion est l'une des méthodes d'exécution les plus célèbres utilisées par les anciens Romains, mais lorsque nous pensons à la crucifixion, nous avons tendance à penser à Jésus-Christ. Nous n'imaginons généralement pas qu'elle se produise au Royaume-Uni, mais nous allons commencer à le faire après la découverte, pour la première fois, de preuves d'une crucifixion romaine ancienne au Royaume-Uni, trouvée à Fenstanton à Cambridgeshire en décembre de l'an 2021. La découverte a été faite sur le site d'un établissement romain jusqu'alors inconnu dans la région. Les archéologues, travaillant sur le site en prévision d'un développement de logements prévu, ont mis à jour le squelette d'un homme adulte. Le signe révélateur qu'il avait été mis à mort par crucifixion est la présence d'un clou enfoncé dans son talon. Les scientifiques ont daté la découverte à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui correspond à la fin de l'occupation romaine du Royaume-Uni. Les historiens pensent que la crucifixion tombait en désuétude en tant que méthode d'exécution à cette époque, mais cette découverte prouve qu'elle était encore en usage, même dans certains des confins les plus éloignés de l'Empire romain. Sphère en Louisiane. Continuons avec un mystérieux ancien d'Amérique du Nord. Cette collection de boules de boue étrangement décorées a été découverte en Louisiane en avril 2020. Les sphères ont été trouvées sur le site du patrimoine mondial de Poverty Point, à plus de 320 km au nord de la capitale de l'État. Les archéologues estiment que ces artefacts extrêmement inhabituels datent d'environ 3100 ans. Des sculptures faites de boue ne survivraient normalement pas aussi longtemps, mais ces curiosités ont été cuites au feu pour assurer leur conservation. En fait, les personnes qui les ont cuites ont réalisé un travail si remarquable que les artefacts ont survécu à leur propre culture. Il y a des motifs sur la surface des boules, mais il ne semble pas y avoir de logique dans ces motifs. Certaines arborent des dessins de toiles d'araignée, d'autres des gravures du soleil. L'une d'elles ressemble même à un hibou, et il y en a quelques-unes qui ressemblent à des dés modernes. Les historiens croient que cette partie de la Louisiane
abritait le plus grand établissement autochtone du continent à cette époque. Mais ils ignorent pourquoi ils passèrent leur temps à créer ces petites œuvres d'art. Armure pour éléphants. Notre prochaine série d'artefacts sont tous de fins exemples d'armure pour éléphants. Quand nous parlons d'armure pour éléphants, nous ne parlons pas d'armure pour humains faite à partir d'os d'éléphant. Les humains anciens utilisaient les os de nombreux animaux pour se protéger, mais jamais d'éléphants, du moins à notre connaissance. Nous évoquons plutôt les armures qui étaient fabriquées pour les éléphants de guerre. Envoyer un éléphant au combat nous semble impensable maintenant, mais c'était une tactique très efficace il y a des millénaires. Les forces d'Alexandre le Grand ont une fois subi une défaite catastrophique quand Darius III de Perse a envoyé une armée d'éléphants les affronter dans l'actuel nord de l'Irak. C'était la première fois que quiconque dans l'armée d'Alexandre voyait un éléphant, et beaucoup s'enfuirent, terrifiés. Il a fallu environ 100 ans pour que les gens élaborent des tactiques de champ de bataille efficaces contre les éléphants. À ce moment-là, il est devenu nécessaire de les protéger. Les Indiens furent les premiers à concevoir des armures spécifiques pour leurs éléphants de guerre, créant des designs attrayants tout en restant pratiques. Les points habituellement protégés par l'armure étaient les zones de tissu mou, comme les jambes et les pieds. L'invention des canons et des armes à feu rendit finalement les éléphants obsolètes sur les champs de bataille. Mais des exemples survivants de leurs armures peuvent encore être trouvés dans de nombreux musées britanniques ou indiens. Habitation préhistorique. Examinons maintenant les prouesses de construction anciennes qui s'étendent sur d'immenses zones, en particulier les nombreuses habitations préhistoriques sur pilotis des Alpes. La tradition de construire ces maisons sur échasses a commencé il y a 7000 ans et a duré environ 4500 ans. Si vous visitez les Alpes, vous les trouverez presque partout où vous regardez. Mais elles sont principalement regroupées autour des zones humides, des rivières et des lacs. 111 d'entre elles sont considérées comme suffisamment significatives pour être incluses sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris 56 en Suisse, 19 en Italie, 18 en Allemagne, 11 en France, 5 en Autriche et 2 en Slovénie. On a longtemps cru que ces maisons sur pilotis étaient délibérément construites au-dessus de l'eau, mais on pense maintenant qu'elles n'étaient construites qu'à proximité de l'eau et que les pilotis servaient à protéger les maisons du risque régulier d'inondation. Les lacs et les rivières à côté desquelles elles se tenaient autrefois se sont étendus avec le temps, signifiant que les pilotis sont désormais sous l'eau, ce qui explique la confusion précédente. Les personnes qui ont construit les premières de ces maisons auraient été parmi les premières sociétés agricoles d'Europe. Il est remarquable qu'ils aient construit leurs demeures si solidement qu'elles sont encore parmi nous aujourd'hui. Relief de gladiateurs. Nous avons la trouvaille exaltante d'un relief funéraire de gladiateurs du IIe siècle après Jésus-Christ avec une rare peinture polychrome préservée. Cet artefact fascinant, maintenant exposé au musée archéologique de Thessalonique en Grèce, avait une origine inconnue jusqu'à ce que des recherches archivistiques récentes dévoilent son historique. Le numéro de série a conduit à une fiche d'inventaire au musée de la culture byzantine, révélant que le relief a été découvert près du mur et de l'ancienne Thessalonique. Le relief représente un gladiateur nommé Séculare, tenant une courte épée et un bouclier rectangulaire incurvé avec son lourd casque posé sur un support. Les couleurs vives et les détails éclairent le monde de l'arène, offrant un aperçu des vêtements et de l'équipement. Ce monument, dédié à un combattant qui a perdu sa vie dans la région, offre un aperçu du spectacle romain de duels et de batailles contre des bêtes, sponsorisés par des individus fortunés. Désormais exposé dans l'exposition Nouvelles acquisitions et nouvelles approches, ce relief nous connecte à une époque où les gladiateurs étaient à la fois héros et victimes, célébrés et pleurés. Cette découverte enrichit notre compréhension de la culture gladiatoire et du peuple qui a immortalisé ses champions dans l'art. Figurines de Tanagra. Rassemblez-vous, amateurs d'art, pour un voyage dans la Grèce antique, où les figurines de Tanagra, une classe unique de statuettes en terre cuite, furent façonnées avec un détail exquis. Nommées d'après la ville béotienne de Tanagra, ces figurines étaient produites dans diverses cités dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, mesurant environ 10 à 20 cm de haut. Elles étaient enduites d'une barbotine liquide blanche et parfois peintes de teintes naturalistes, comme la fameuse Dame en bleu au Louvre. Ces figures représentent des femmes, des hommes et des enfants vêtus de leur tenue quotidienne, certaines incarnant des personnages typiques de la comédie grecque. Bien que certaines aient eu une signification religieuse,
La plupart étaient décoratives, placées dans les tombes sans aucune croyance en leur service dans l'au-delà. La découverte de ces figurines a commencé dans les années 1860, mais les pillages de tombes et les fouilles illégales menaçaient leur conservation. Les figurines de Tanagra sont devenues un symbole de grâce et d'élégance, inspirant même des références littéraires par Oscar Wilde. Malheureusement, la fin du 19e siècle a vu l'émergence de contrefaçons en réponse à la demande des collectionneurs. Néanmoins, elles offrent un aperçu fascinant d'une époque où les figures en terre cuite étaient bien plus que de simples décorations. Elles étaient le reflet de la vie même. Trésor de Bandhavgarh. Au cœur du parc national de Bandhavgarh, dans le Madhya Pradesh, un véritable trésor de preuves historiques a été exhumé par le service archéologique de l'Inde, également connu sous l'acronyme ASI. Ces reliques, datant de 2000 ans, attestent de l'existence d'une société évoluée qui prospérait jadis dans la région. Les découvertes comprennent des grottes taillées dans la roche et un plan d'eau artificiel, témoignant de la sophistication des peuples de cette zone. Située sur ce qui fut autrefois une route commerciale animée et lucrative, la réserve de tigres de Bandhavgarh s'est transformée en une fenêtre sur le passé, révélant l'ingéniosité et les pratiques avancées d'une civilisation ancienne que nous ne connaissons même pas assez pour nommer. Comment le commerce florissant d'une communauté vivante qui existait autrefois dans cette réserve faunique désormais paisible a-t-il pu être totalement oublié? Ce n'est même pas la première découverte dans la région. Plus de 26 temples et grottes anciens ont été trouvés ici lors de fouilles précédentes en 2022, tous présumés avoir été créés et utilisés par des bouddhistes antiques. Certains des édifices vieux de 2000 ans semblent avoir été retravaillés il y a environ 1000 ans, indiquant que des gens ont vécu ici pendant longtemps. Trésor du passé. Notre prochaine découverte nous emmène jusqu'à l'ère glaciaire dans le Kent, en Angleterre, où les chercheurs ont mis au jour certains des plus grands outils en pierre de la préhistoire britannique. Parmi les 800 artefacts récemment découverts, dont certains datent de plus de 300 000 ans, figurent 2 haches à main géantes, l'une mesurant 30 cm de longueur. Ces outils colossaux, probablement utilisés pour le dépeçage des animaux, offrent un aperçu rare sur la vie des Néandertaliens et d'autres espèces humaines primitives qui peuplèrent la Grande-Bretagne à cette époque. Le site a également révélé un cimetière romain remontant du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ, avec 25 individus, certains enterrés avec des objets personnels. Ces découvertes ont été faites sur le futur site de l'Académie maritime de Finsbury Bridge, une vaste étendue d'histoire offrant un aperçu des environnements de l'ère glaciaire, de l'adaptation humaine antique et des coutumes funéraires romaines. Considérez l'habileté requise pour créer ces haches à main géante. Comment ce site pourrait-il enrichir notre compréhension de l'ère glaciaire et connecter la communauté locale à son passé? C'est une exploration passionnante dans les profondeurs du temps, déterrant des secrets qui nous relient à nos anciens ancêtres. Jarre à malédiction. Passons au sujet des malédictions. Voici une jarre à malédiction vieille de 2300 ans, découverte sur l'Agora d'Athènes en juin 2021. La jarre contient les os d'un poulet démembré. Les archéologues soupçonnent que le poulet a été sacrifié dans le cadre d'une malédiction spécifique destinée à paralyser 55 personnes dans l'Athènes antique. La jarre et son contenu ont été enterrés sous le sol du bâtiment commercial classique de l'Agora d'Athènes, accompagné d'une pièce d'or unique qui aurait pu être destinée comme paiement aux dieux. Si nous pouvions remonter le temps jusqu'au jour de l'enterrement de la jarre, nous découvririons que cette zone était un centre commercial pour artisans. Il est probable que la cible de la malédiction travaillait ici. Des experts en graphologie ont analysé les inscriptions à l'extérieur de la jarre et croient qu'elles ont été faites par 2 personnes différentes. La raison pour laquelle 2 personnes auraient voulu maudire 55 individus reste inconnue, mais les historiens spéculent que cela pourrait être lié à un procès de haut profil. Les procès étaient des événements publics dans la Grèce antique, et les cibles de cette malédiction auraient pu être soit les plaignants, soit les accusés, ainsi que des témoins, des avocats et des membres de la famille. Le mystère du bleu égyptien. Il y a un peu plus de 4000 ans, un nouveau pigment a été inventé dans l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, nous l'appelons le bleu égyptien, et il a été initialement développé pour orner une couronne sur un célèbre buste de Néfertiti. Nous ne pouvons pas savoir si les chimistes qui l'ont conçu étaient conscients de ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais ce pigment est bien plus qu'une simple jolie couleur. Cette nuance brillante de bleu peut réduire la consommation d'énergie et peut aussi amplifier la production d'énergie solaire si appliquée de la bonne manière. Au début de 2020, une équipe de recherche allemande a même utilisé le bleu égyptien
pour créer de nouvelles nanofeuilles pour l'imagerie infrarouge. Pour nommer correctement la substance, le bleu égyptien est du silicate de calcium et de cuivre et est considéré comme l'une des premières couleurs artificielles jamais créées par l'homme. C'est une couleur éblouissante et était utilisée à l'époque du Nouveau Royaume pour décorer tout, des statues aux sarcophages. Lorsqu'une couche très fine est exfoliée d'un grain du pigment, une nanofeuille 100 000 fois plus fine qu'un cheveu humain peut être créée et les propriétés de cette feuille sont idéales pour l'imagerie optique. Maintenant, nous savons que cette substance ancienne pourrait être responsable de la prochaine grande ère de la microscopie. Disque génétique. Nous ne sommes pas le genre de personnes à pointer du doigt quelque chose qui semble miraculeux en disant que c'était définitivement des extraterrestres. Mais nous nous retrouvons à examiner le disque génétique en pensant que cela aurait pu être des extraterrestres. Le disque, sculpté dans de la lydite, léger et ne mesurant même pas 30 cm de diamètre, contient des gravures détaillées si complexes que vous avez besoin d'un microscope pour apprécier ce qu'elles représentent. Non seulement cela, mais un côté du disque représente le processus de naissance d'un être humain, du sperme au fœtus à l'œuf. Nous avons ici deux problèmes majeurs. Le premier est que concevoir des choses à l'échelle microscopique devrait être impossible sans microscope. Le second est que des informations aussi détaillées sur le processus fœtal n'auraient pas dû être disponibles pour les humains lorsque ce disque a été fabriqué, que certains prétendent être il y a 6000 ans. Il a été découvert en Colombie, mais le style et la conception du disque ne correspondent à celui d'aucune société précolombienne connue. Un serpent se trouve sur le bord externe du disque, et il y a un trou au milieu, comme s'il était destiné à être tourné comme un disque vinyle. Est-ce une fraude élaborée ou l'œuvre d'une civilisation avancée, mais désormais oubliée du passé? Norias de Hama. Les grandes norias de Hama ressemblent beaucoup à une grande roue que l'on pourrait voir dans une fête foraine, mais elles sont bien plus anciennes et impressionnantes qu'un simple manège. Plutôt qu'une attraction, il s'agit d'une roue hydraulique. Ce qui les rend inhabituelles, c'est que les moulins à eau n'ont gagné en popularité qu'au XVIe siècle. Ces roues hydrauliques ont été construites en Syrie il y a 2500 ans. Dire qu'elles étaient un peu en avance sur leur temps serait un énorme euphémisme. 17 de ces roues sont encore debout aujourd'hui, bien qu'il y en avait davantage avant que la guerre civile et les troubles ne ravagent la région. Il est possible qu'elles soient même plus anciennes que 2500 ans. Nous savons qu'elles existaient en l'an 469 avant Jésus-Christ, car elles sont référencées dans une mosaïque de la ville d'Apamée, créée cette année-là. Mais rien ne dit qu'elles n'étaient pas déjà vieilles à cette époque. Cette invention a fourni aux habitants de Hama de l'eau douce et sûre à boire à une époque où le concept d'irrigation n'existait même pas dans de nombreux territoires environnants. Elles sont si anciennes que personne ne sait même qui les a inventées ou d'où vient l'idée. Bloc mégalithique. Maintenant, passons au sujet mystérieux. Pumapunku en Bolivie est déjà l'un des sites anciens les plus mystérieux du monde. Si vous vous intéressez à l'archéologie et à l'histoire ancienne, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais ce qui est de loin le plus mystérieux dans ce complexe de temples anciens près de Tiwanaku, c'est la manière dont tous ces énormes blocs de pierre mégalithiques s'emboîtent parfaitement sans aucun mortier. Ils s'ajustent si étroitement que même une lame de rasoir ne pourrait pas passer entre les joints des pierres. Si nous ne savions pas, nous dirions qu'ils ont été créés par une machine. Cela expliquerait certainement pourquoi et comment il y a tant de trous de forage précis dans les pierres. Cependant, Pumapunku a été créé il y a plus de 1000 ans. Nous ne savons pas quelle civilisation a construit le site, mais nous savons qu'elle n'avait pas de système d'écriture. Comment est-il possible qu'ils aient accompli tout cela sans technologie avancée? Des personnes suffisamment sophistiquées pour y parvenir auraient dû devenir la culture dominante dans la région. Mais au lieu de cela, il semble qu'elles aient complètement disparu. C'est un mystère total, et pas un que nous attendons de résoudre de sitôt. Comme toujours, laissez votre avis dans les commentaires à propos de ce sujet mystérieux. L'éolipile d'Héron. La machine à vapeur est considérée comme la révolution ayant rendu possible le voyage en train au XIXe siècle. Mais il n'y avait rien de nouveau dans la technologie qui alimentait ces premiers trains. On peut retracer l'existence de la machine à vapeur jusqu'à l'éolipile, mieux connue sous le nom de moteur d'Héron, du fait qu'elle a été inventée par un héros d'Alexandrie. L'histoire pourrait cependant donner trop de crédit à Héron.
Il a finalisé sa conception au 1er siècle sur la base des travaux antérieurs réalisés par Ctésibios plus de 100 ans plus tôt. Le moteur sphérique d'Héron fonctionnait en faisant bouillir de l'eau sous une sphère d'acier qui se mettait à tourner sur son axe alors que la vapeur commençait à s'échapper des buses placées de part et d'autre de la sphère. Héron a perfectionné sa conception avec le temps et a finalement trouvé un moyen de faire bouillir l'eau à l'intérieur de la boule, plutôt qu'externement. En réalité, Héron était trop en avance sur son temps, n'ayant pu trouver d'application pratique à son moteur, il finit par s'en désintéresser. Il a fallu que Taqi al-Din examine son travail avec un regard neuf, 1600 ans plus tard, pour que quelque chose ressemblant davantage à la machine à vapeur moderne commence à prendre forme, ce qui a conduit à l'invention du train à vapeur en Angleterre un siècle plus tard. Les pierres de Lockerbie. Au sommet de la puissance de l'armée romaine, on imagine que se faire attaquer par ses soldats était déjà une expérience suffisamment terrible sans y ajouter la torture psychologique. D'autre part, la guerre psychologique pourrait être l'une des raisons du succès des Romains. Ils ne voulaient pas seulement vous vaincre physiquement, ils souhaitaient également vous anéantir mentalement. Pour cela, ils utilisaient des armes non conventionnelles comme celle-ci, leurs pierres sifflantes. Conçues pour faire du bruit en filant à travers l'air vers vous, le lot de pierres sifflantes le plus récemment découvert a été trouvé à Lockerbie en Écosse, en août 2021. Les petits trous percés dans chacune des pierres remplissaient une double fonction. Ils rendaient d'abord les blessures plus graves en raison de leur effet compressif à l'impact, et ils produisaient également un bruit effroyable alors que des milliers d'entre elles sifflaient simultanément dans l'air. On dit que le bruit a terrifié les tribus écossaises autochtones lorsqu'elles ont affronté les Romains sur le champ de bataille. On sait qu'une immense bataille a eu lieu entre les Écossais et les Romains sur la colline voisine de Burnswark au IIe siècle. Ces pierres sont presque certainement des vestiges de cette bataille. La Dame d'Elche. En 1897, la statue aujourd'hui connue sous le nom de Dame d'Elche est apparue du jour au lendemain sur une propriété privée à Valence en Espagne. Personne ne sait comment elle est arrivée là et elle n'était pas là la veille de sa découverte. En raison de son bon état, on a d'abord cru que la statue était neuve et qu'elle aurait pu être destinée à être un cadeau. Mais cette théorie a été rapidement dissipée après que les scientifiques ont eu l'occasion de l'examiner. La statue est en fait une urne funéraire et contient les cendres d'un corps humain incinéré il y a environ 2500 ans. La statue elle-même est également vieille d'autant. Donc, la question de savoir où elle a passé les 2400 ans avant son apparition soudaine et dramatique à Valence reste un mystère. Elle est maintenant exposée au public à Madrid, où un certain nombre de rumeurs et de superstitions se sont accumulées autour d'elle. Certaines personnes disent même que si vous regardez trop longtemps dans ses yeux étrangement perçants, vous deviendrez fou. Nous ne sommes pas sûrs de cela, mais nous vous suggérons de ne pas trop fixer ces images, au cas où cela serait vrai. Sceau du roi de Na. Quand un fermier a commencé à creuser son champ sur l'île de Shikotan au Japon, tout ce qu'il voulait faire était de réparer un canal d'irrigation. Quand sa pelle a heurté un ensemble de pierres lourdes, il a d'abord été irrité qu'elles se trouvent sur son chemin. Mais en les examinant de plus près, il s'est rendu compte que les rochers avaient été disposés en boîte pour renfermer quelque chose d'entièrement différent. En levant les pierres une à une, il a finalement dévoilé le trésor en or massif que le monde connaît maintenant sous le nom de sceau du roi de Na. L'origine exacte de l'objet décoratif est inconnue, mais l'histoire la plus communément acceptée est qu'il s'agit d'un artefact chinois antique qui a été offert en cadeau à l'envoyé japonais par l'empereur Guangwu de Han en l'an 57 après Jésus-Christ. La date ancienne serait cohérente avec les 5 symboles gravés sur la surface du sceau, qui l'identifient non seulement comme le sceau du roi de Na, mais aussi que le roi de Na régnait sur l'état de Wa. C'est ainsi que le Japon était appelé lorsqu'il était sous le contrôle de la dynastie Han. Comment il est arrivé dans un champ tant de siècles plus tard est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Feu grégeois. L'existence du feu grégeois est un fait historique établi. Nous savons qu'il fut utilisé contre les ennemis de l'Empire byzantin à Constantinople en 673. Les chroniques de l'époque rapportent que ce feu était si puissant qu'il se répandait même à la surface de l'eau, passant de navire en navire et semant la terreur et le chaos. C'était en quelque sorte l'ancêtre du lance-flamme moderne. Le secret de la fabrication du feu grégeois fut jalousement gardé par les Byzantins, et pour cause, il constituait le pilier de leur succès militaire et leur conférait un immense avantage contre tout adversaire. Lorsque leur empire s'effondra finalement, ils emportèrent le secret avec eux. Tous leurs contemporains tentèrent de créer leur propre version du feu grégeois, et tous échouèrent.
Aujourd'hui encore, les scientifiques ne sont pas totalement sûrs de sa composition. Il est probable que sa fabrication aurait été impossible sans une combinaison de chaux vives, de soufre et de phosphure, mais d'autres ingrédients auraient également été nécessaires, et nous ne saurons peut-être jamais lesquels. Peut-être est-il préférable que nous ne le découvrions jamais. La dernière chose dont le monde a besoin est une autre arme de destruction massive. Cap doré. Vous pourriez penser connaître la mode, mais nous ne croyons pas que vous puissiez prétendre cela avant d'avoir vu le textile le plus rare au monde. Cette petite merveille est confectionnée avec la soie de plus d'1 million d'araignées. Cette cape dorée est considérée comme la plus grande pièce de tissu jamais réalisée à partir de la production des araignées tisseuses de soie dorée et fut exposée pour la première fois au monde en 2009. La création de cette pièce fut l'œuvre collaborative de l'historien d'art britannique Simon Pearce et de son partenaire commercial américain Nicholas Godley. Il leur a fallu 5 ans et environ 360 000 € pour achever le vêtement. Pearce fut inspiré par l'histoire d'un missionnaire jésuite français ayant tenté quelque chose de similaire sans succès au XIXe siècle. Pearce et Godley avaient l'avantage d'une machine capable d'extraire la soie de 24 araignées simultanément sans leur nuire. Toutes les araignées furent relâchées dans la nature une fois leur travail accompli. Le vêtement résultant est robuste, léger, fin et souple. Si la production de la matière première était plus aisée, le tissu aurait une variété d'utilisations. Cité antique. Portons maintenant notre attention sur un trésor caché au sommet d'une crête en Albanie, où une ville inconnue a été redécouverte, révélant des secrets cachés pendant des millénaires. Cette mystérieuse cité antique, faisant partie de l'ancienne Illyrie, a été mise au jour à Bucha en 2018 par des archéologues de l'Université de Varsovie. Les ruines de la ville, considérées comme un centre urbain important, sont réparties sur 2 crêtes formant une forme approximativement triangulaire. Parmi les découvertes remarquables figure un bâtiment vieux de 2400 ans, identifié comme un prytané ou estiatorion, où se rencontraient les fonctionnaires du gouvernement, où était gardé un feu éternel. À l'intérieur, les archéologues ont découvert un nombre étonnant de vaisseaux de consommation de vin de différentes tailles, suggérant que la ville était planifiée et gérée comme une ville grecque antique. Les Illyriens, qui contrôlaient une grande partie des Balkans modernes, ont été conquis par les Romains anciens en 168 avant Jésus-Christ. Le site a également révélé des ruines de murs défensifs, 2 portes de la ville et des preuves de la taille et de l'importance de la ville. Située à environ 80 km au nord-ouest de Tirana, près de la frontière avec le Monténégro, cette découverte offre un aperçu fascinant d'une civilisation depuis longtemps perdue. Imaginez les rassemblements qui se déroulaient dans ce bâtiment, le tintement des verres à vin, les discussions et les rituels. Chapelle mystérieuse. Istanbul, une ville riche en histoire et en culture, a révélé un autre joyau caché, une mystérieuse chapelle découverte dans le district de Baksilar. Cette structure historique, dont les origines et les constructeurs sont inconnus, se trouve sans protection et dans un état de délabrement, incitant les archéologues à appeler à des fouilles dans la région. Le bâtiment, qui ressemble à un passage de loin, est supposé être une chapelle, entourée de lieux de travail et possiblement d'une école au-dessus. L'archéologue Omer Farouk Yavaski, qui a remarqué la structure en recherchant des cartes de la ville, l'a trouvée sur d'anciennes cartes sous le nom de Ayasma, signifiant eau sainte, notant un village grec dans la région pendant la période ottomane. Yavaski pense que la structure a probablement été construite par des religieux grecs à la fin des années 1800. Fait intéressant, les habitants se souviennent que le lieu était utilisé comme fontaine il y a 25 à 30 ans. Le district de Baksilar, connu pour ses vignobles, était autrefois peuplé de personnes non musulmanes pendant la période ottomane. Cette découverte appelle à une excavation détaillée et à une protection, offrant un aperçu de la tapisserie multiculturelle du passé d'Istanbul. Comment cette découverte pourrait-elle remodeler notre compréhension du patrimoine diversifié d'Istanbul? C'est un mystère alléchant qui attend d'être dévoilé. Météorite ancienne. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger dans une découverte véritablement hors de ce monde. Une pointe de flèche, découverte au XIXe siècle dans l'habitat sur pilotis de l'âge du bronze de Morrigan, sur le lac Bill en Suisse. Elle a été identifiée comme étant faite de fer météorique rare datant de la fin de l'âge du bronze de 900 à 800 avant Jésus-Christ. Cette pointe de flèche, que l'on croit être l'une des plusieurs exhumées sur le site, les autres étant en bronze, pèse seulement 2,9 grammes et mesure environ 3,8 cm de long. Conservée dans le musée d'histoire de Berne, la découverte d'isotopes d'aluminium 26 et d'un alliage fer-nickel, unique aux météorites, a confirmé son origine hors du commun.
Fait intéressant, sa composition ne correspond pas à celle de la météorite de fer voisine de Twenburg, amenant les chercheurs à suggérer qu'elle provient d'une météorite trouvée en Estonie. Cette trouvaille atteste du vaste réseau commercial actif pendant l'âge du bronze en Europe centrale. Comment les anciens artisans ont-ils travaillé avec ce matériau unique et quelles histoires cette pointe de flèche pourrait-elle révéler sur les batailles menées et les légendes forgées? C'est une découverte qui vise véritablement les étoiles. Disque marin. Plongez avec nous dans les profondeurs de la mer Méditerranée, où un sauveteur a découvert un rare disque de marbre vieux de 2500 ans près de la plage de Pomachim, sur le site archéologique de Yavneyam en Israël. Ce grand disque de marbre blanc, d'environ 20 cm de diamètre, était conçu pour protéger les anciens navires et repousser le mauvais œil. Identifié comme un motif d'œil, ou œil apotropaïque en grec, de tels disques ornaient les proues des navires de guerre et des navires marchands antiques, agissant comme une paire d'yeux regardant en avant et avertissant du danger. Autrefois courant, seulement 4 objets anciens similaires ont été trouvés en Méditerranée. Le site de Yavneyam a révélé de nombreuses trouvailles de l'âge du bronze, y compris des objets en or, des pointes de flèches en bronze et des figurines du dieu Baal, indiquant une utilisation continue de la fin de l'âge du bronze à la période médiévale. Imaginez les anciens marins qui naviguaient autrefois sur ces eaux, guidés par les yeux vigilants de ces disques de marbre. Comment ont-ils façonné et fixé ces artefacts uniques à leur navire et quels autres secrets reposent sous les vagues, attendant d'être découverts? Cette trouvaille offre un aperçu fascinant des pratiques maritimes et des croyances d'une civilisation ancienne, nous reliant à une époque où la mer était un royaume de mystère et de magie. Peuple à 6 doigts. Les peuples de Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, avaient-ils des doigts et des orteils supplémentaires par rapport au reste des humains? Sinon, ils ont dû peindre délibérément des chiffres supplémentaires sur les empreintes de mains et de pieds qu'ils décoraient les murs de leur maison. Une enquête menée par des chercheurs sur les restes de ce peuple a indiqué qu'un nombre plus élevé que la moyenne d'entre eux avait une polydactylie, la présence de doigts supplémentaires. Mais cette anomalie génétique ne représentait toujours que bien moins d'un dixième d'entre eux. S'il existait également des empreintes de mains et de pieds à 5 doigts sur les murs de leur maison, il n'y aurait pas de problème. Mais comme seules ces empreintes à 6 doigts existent, les archéologues théorisent que les personnes ayant des doigts et des orteils supplémentaires étaient considérées comme ayant reçu quelque chose de spécial des dieux. Une personne à 5 doigts pourrait inviter une personne à 6 doigts à placer leurs empreintes sur leur maison, la considérant comme une forme de bénédiction. Le peuple de Chaco Canyon vivait dans la région du haut désert du canyon il y a un peu plus de 1000 ans, et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur eux. Super Kamiokande. À 1000 mètres sous terre, dans la mine de Mozumi au Japon, se trouve le Super Kamiokande, un observatoire dédié à percer les secrets des neutrinos. Ici, un énorme réservoir rempli d'eau ultra pure et entouré de détecteurs photosensibles capte l'interaction rare des neutrinos. Cet observatoire a été crucial pour découvrir l'oscillation des neutrinos, prouvant qu'ils ont une masse. Une découverte si significative qu'elle a mené au prix Nobel de physique de 2015. De plus, le Super Kamiokande a été essentiel dans l'observation des neutrinos provenant de supernovas, fournissant des aperçus précieux sur ces phénomènes cosmiques. Les recherches du Super Kamiokande continuent de façonner notre compréhension de l'univers et des lois fondamentales de la nature. Au Super Kamiokande, le voyage pour percer les mystères les plus profonds du cosmos se poursuit, ouvrant de nouvelles portes vers l'inconnu. Connaissiez-vous Super Kamiokande? Dites-nous dans les commentaires ce que vous savez sur ce sujet fascinant. Bijou de Middleham. Le bijou de Middleham a été découvert par l'amateur de détection de métaux Ted Seaton alors qu'il se promenait le long d'un sentier équestre près du château de Middleham dans le Yorkshire en Angleterre en 1985. Cette découverte a considérablement changé sa vie. Le bijou est un pendentif en or du XVe siècle qui aurait également pu servir de reliquaire bien que sa cavité interne était vide, à l'exception de quelques morceaux de tissu lorsqu'il a été trouvé. Le pendentif est serti d'un saphir bleu et gravé de chaque côté de scènes religieuses, y compris la crucifixion. En raison de la nature élaborée de la pièce, certains historiens pensent qu'elle aurait pu appartenir à Anne Neville, épouse de Richard III. Le bleu du saphir ainsi que la présence de plusieurs saintes parmi les inscriptions suggèrent que le bijou était un cadeau destiné à aider au processus de l'accouchement. Lorsque Ted a reçu l'autorisation de vendre le bijou en 1986, il a reçu 1,4 million de livres pour cela. Cependant, ce n'était pas la fin de l'histoire. Le gouvernement britannique a refusé l'autorisation d'exporter le bijou à son acheteur étranger et a levé des fonds supplémentaires pour que le Yorkshire Museum l'achète, l'acquérant finalement pour 2,5 millions de livres.
pierre de Saymalou-Tash. Si vous traduisez le nom Saymalou-Tash de l'ancienne langue kirghize, vous obtenez pierre brodée. C'est une description quelque peu poétique de ces pierres sculptées et peintes à Tagus Toro au Kirghizistan. Haut dans les vallées montagneuses de la région, les archéologues pensent que l'art sur les pierres a été créé il y a environ 4000 ans. Le nombre d'œuvres d'art sur le site est presque incroyable. Plus de 90 000 pétroglyphes distincts ont été identifiés jusqu'à présent, mais il y en a sans doute plus à découvrir. Le site est divisé en deux moitiés avec un étang entre elles. Les scènes représentées dans ces galeries rocheuses sont variées, montrant des rituels chamaniques et des groupes de personnes chassant des animaux. Il y a aussi des signes qu'il y avait autrefois un établissement sur le site, mais au moment où la colonie a été fondée il y a 2800 ans, les plus anciens des pétroglyphes étaient déjà anciens. Des prêtres Saka venaient ici pour effectuer des rites sacrificiels et ont peut-être été attirés dans la région en raison de la signification spirituelle des glyphes. L'identité de la culture qui a créé les glyphes ne sera probablement jamais connue. Graal de Gênes. Le Sacro Catino, également connu sous le nom de Graal de Gênes, est un artefact si ancien que son histoire s'est perdue dans le temps. Les légendes nous disent qu'il a été apporté pour la première fois à Gênes, en Italie, en 1101, par Guglielmo Embriaco, ayant été capturé lors de la conquête de Césarée pendant la première croisade. Ce n'est pas la seule chose que les légendes et le folklore ont à dire à son sujet. Lorsqu'il est arrivé en Italie, on disait que c'était l'assiette utilisée par Jésus-Christ lors de la dernière scène. Les gens de l'époque pensèrent qu'il était fait d'émeraude, mais une étude ultérieure, réalisée à l'époque de Napoléon, a prouvé que ce n'était pas le cas. Bien qu'il semblait être fait de la pierre précieuse, il est en réalité en verre soufflé, ce qui signifie qu'il ne peut pas remonter à l'époque de Jésus. Savoir ce qu'il n'est pas, cependant, ne nous rapproche pas de savoir ce qu'il est. Le mystère derrière l'artefact, en fait l'une des pièces les plus visitées du Museo del Tesoro, à l'intérieur de la cathédrale de San Lorenzo, où il est toujours traité comme un objet sacré, même si Jésus n'a jamais mangé son agneau dessus. Monument Racton. Les ruines du monument Racton dans le West Sussex, en Angleterre, sont tout sauf une nouvelle découverte, mais il y a eu récemment un intérêt accru pour le lieu après de nombreux rapports de phénomènes fantomatiques dans les environs. Bien qu'il soit un repère bien connu à Chichester, l'histoire du monument est mystérieuse. La plupart des sources disent qu'il a été construit au XVIIIe siècle, commandé par Lord Halifax pour des raisons inconnues. Le bâtiment en est venu à être considéré comme une folie, bien que la moitié inférieure ait été brièvement utilisée pour accueillir des banquets. Les légendes locales prétendent qu'il était devenu un bordel au XIXe siècle, bien qu'il n'y ait aucune preuve fiable pour étayer cette idée. À cette époque, le bâtiment avait déjà survécu à un ordre de démolition en 1782. Les apparitions fantomatiques que les gens prétendent avoir vues dans et autour du monument vont du glaçant à l'absurde, avec un visage désincarné qui apparaîtrait dans le trou de la fenêtre de l'un des étages supérieurs, et plusieurs apparitions d'un tracteur spectral dans les champs autour. Les histoires les plus récentes, enquêtées par un journal local, prétendent que des briques volent dans les airs sur le site de leur propre volonté. Pont Arcadico. De nombreuses inventions anciennes sont encore utilisées aujourd'hui, et le pont Arcadico à Arcadico en Grèce en est la preuve. Il a été conçu comme un pont pour chariot, mais a été construit de manière si robuste qu'il peut supporter le poids des voitures modernes. Le pont est court et enjambe un petit ravin et est estimé être âgé de 3200 à 3300 ans. C'est le plus vieux pont en arc d'Europe qui est encore en usage et pourrait même être le plus ancien du monde. La route sur laquelle il a été construit était la route principale entre Épidore et Tirinthe et est censée avoir fait partie d'un grand réseau routier militaire utilisé par la puissante armée grecque. Le style d'architecture présenté ici est connu sous le nom de maçonnerie cyclopéenne qui utilise des blocs de calcaire avec de petites pierres et des tuiles entre les blocs pour les maintenir en place. Le pont a conservé sa forme pendant toutes ces années malgré le fait qu'il ne comporte aucun mortier. En traversant le pont, on peut encore voir les bordures originales qui étaient destinées à guider les véhicules tirés par des chevaux. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié ? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.